Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Dialogue avec le gouvernement. Dialogue ce soir, c'est avec le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Dandjinou. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir à vous. Alors, monsieur le ministre, vous êtes à la tête d'un département stratégique aux grands défis, couverture du territoire national, passage à la TNT, formation des journalistes, subvention à la presse privée, gestion de la communication gouvernementale. La liste est loin d'être exhaustive. C'est de tout cela que nous allons parler ce soir et de bien d'autres sujets. Et pour conduire les échanges, je suis en compagnie de mon confrère Paul Miki Rwamba de la radio privée Ouaga FM. Bonsoir Miki. Bonsoir Jean-Emmanuel, bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir. Et tout de suite, nous ouvrons la première rubrique. Un paysage médiatique en pleine évolution avec une floraison des organes et des journaux classiques, mais aussi en ligne. Le tout dans un environnement juridique jugé conforme aux aspirations de liberté et de démocratie, mais un monde de la presse en proie également à la précarité et à de grandes difficultés sur le plan matériel, mais aussi en matière d'infrastructure. L'état des lieux du secteur dans ce reportage. Le contexte national est aujourd'hui marqué par l'approfondissement de la démocratie avec une forte aspiration des citoyens à disposer de leurs droits. Au nombre de ces droits, celui à l'information. Le ministère en charge de la communication a joué sa partition en revisitant en 2015 les textes juridiques et réglementaires organisant le domaine des médias. Il s'agit notamment des lois portant réglementation de la radiodiffusion sonore et télévisuelle, de la presse écrite et de la presse en ligne, la loi portant réglementation de la publicité et celle relative au droit d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Aujourd'hui, le paysage médiatique burkinabé est relativement riche et assez dynamique. En avril 2017, par exemple, on dénombrait 194 médias audiovisuels, toutes tendances confondues. La RTB Télé est à 45,5% du taux de couverture du territoire national en VHF, mais à 100% par satellite. Pour la RTB Radio, le taux de couverture, aujourd'hui de 83,80%, devrait atteindre 95,8% en 2018 et finalement 100% en 2019. L'on note l'avènement de la télévision numérique de terre TNT qui améliore la qualité et l'accessibilité des programmes audiovisuels. Le déploiement du réseau TNT a démarré en février dernier et prévoit la construction de 35 stations dont 20 sont déjà prêtes. Quant à la presse écrite, elle se caractérise par sa relative abondance et sa distribution essentiellement urbaine. Le rapport 2015 du CSC fait état de 82 titres toutes périodicités confondues. Toutefois, les médias burkinabés restent confrontés à des difficultés telles le manque de matériel moderne et l'absence de mécanismes de distribution. En vue d'améliorer cette situation peu reluisante, l'État appuie la presse privée à travers une subvention annuelle de 400 millions de francs CFA. Cette année, 105 organes de presse ont bénéficié de cette subvention sur un total de 116 postulants. Le développement du secteur des médias de façon globale prévoit à l'horizon 2020 le développement et la modernisation des infrastructures médiatiques, le développement des cadres et structures de formation et la couverture intégrale radiophonique et télévisuelle en presse écrite et en ligne du territoire national. Toutes choses qui devraient permettre à tous les Burkinabés de jouir de leur droit à l'information. Voilà pour ce tableau d'ensemble. Monsieur le ministre, nous vous invitons à présent à suivre quelques réactions des acteurs que nous avons recueillis sur le terrain. On a une radio locale, en tout cas, qui nous sert, donc, qui nous donne donc l'information. Maintenant, par rapport à la chaîne nationale, c'est l'année passée, en réalité, pour la première fois que nous avons eu l'info sur l'installation, en tout cas, de la RTB.
Et ça a fonctionné jusqu'en fin d'année. Bon, par la suite, ça a été donc interrompu. Le problème ici, c'est le problème des journaux. En tout cas, il n'y a pas un canal par lequel on reçoit régulièrement les journaux. Ici, c'est la télévision ghanéenne et la Côte d'Ivoire. Pour avoir chez Télé Burkina, là, c'est difficile ici. Il faut que tu payes comme un abonnement. Il faut que tu t'abonnes pour avoir les informations. Nous suivons plus les autres radios, comme la Côte d'Ivoire, le Mali. Au niveau de Sendou, nous n'avons pas accès à aucune presse, hein, parce que comme public et comme privé, la presse écrite, nous n'avons pas les journaux au niveau de la commune. Pour avoir les journaux, il faut aller carrément à Banfora. En ce qui concerne la RTV particulièrement, le ministère a octroyé des émetteurs à la RTB, ce qui nous a permis par exemple d'installer un émetteur à Kompienga, dans la province de la Kompienga, qui depuis lors n'avait pas un émetteur radio. Et à Diapara également c'est le cas. Donc ça, c'est déjà un effort. Et on poursuit le processus pour vraiment qu'au plus tard, à la fin de l'année, sinon janvier, tous les territoires soient couverts. Il faut dire que l'avantage aussi, c'est que ça va nous permettre d'avoir une couverture totale télévisuelle donc, du territoire national. Donc c'est l'occasion vraiment pour nous d'interpeller la population pour dire qu'on est déjà dans la TNT. Il y a lieu de qu'ils puissent s'équiper convenablement pour déjà, à temps opportun, bénéficier des images donc, et de tous les avantages que va nous offrir donc, la diffusion en TNT. Une des préoccupations, c'est le passage de l'analogie au numérique. Nous aimerions pouvoir être appuyés pour que notre dispositif puisse être optimum. En tant que représentant des citoyens à Doré, il faut dire que moi je couvre toute la région de ces 4 provinces. Maintenant, moi je ne suis pas doté en véhicule. Souvent je me déplace avec les organisateurs. Vous savez aussi à ce niveau aussi, voilà, ça, par moment c'est pas très intéressant. L'autre défi c'est l'accès à l'information publique. Au-delà de ces volets, il y a que la question du respect même de l'indépendance éditoriale des médias publics est toujours posée. On sent qu'effectivement cette liberté d'expression, en tout cas il y a à travers justement les journaux, à travers les médias, mais que le ministre de la Communication fasse plus d'efforts. À titre d'exemple, le cas de Barry, parce qu'on l'a invité, mais malheureusement le jour J, l'émission n'a pas pu jouer. Et les gens s'attendaient à ce qu'on puisse suivre cette émission, savoir les raisons qui l'ont animé à démissionner. Voilà, monsieur le ministre, pour ces réactions recueillies sur le terrain, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées. Peut-être vous pouvez réagir peut-être à la dernière intervention, cette question. Moi, c'est pas la dernière. Monsieur le ministre. Non, je pense que sur cette question, je crois que je m'étais prononcé. Je crois que j'avais dit que je prenais acte de la déclaration de la rédaction et que je considérais que la rédaction avait participé à sa façon à exprimer un point de vue. Maintenant, plus sérieusement, je pense qu'il faut que les téléspectateurs comprennent bien les enjeux. Je vais prendre un exemple tout simple. Hier à 13h et aux 20h, il y a eu un reportage, un très beau reportage, qui posait le problème de l'orphelinat. Alors, tout le monde s'est senti touché. D'ailleurs, j'ai vu que la ministre Laurienne est allée faire un don. J'ai vu que Alino Faso, Émilie Dioma, tous ces acteurs du monde des réseaux sociaux ont lancé le mouvement. Alors, je dis, est-ce que cela se passe aussi simplement que les gens le croient? Vous avez fait un arbitrage à l'intérieur de la rédaction. J'ai vu que vous avez essayé de flouter. À un moment donné, ça marchait, à un moment donné, ça ne marchait pas. Moi, en tant que journaliste, je dis, il y a un arbitrage permanent. Est-ce qu'on devait dire, par exemple, que ces enfants sont séropositifs ou pas? Si je prends cet exemple, c'est un exemple où tout le monde est d'accord. Alors, quand on prend un exemple plus conflictuel que celui de Tahirou Barry, on se rend compte qu'il n'y a aucune rédaction au monde, et ça je le dis et je l'assume, il n'y a aucune rédaction au monde où vous allez avoir une rédaction qui, elle seule, décide de ce qui passe à l'antenne. Si des journalistes pensent ça, ce n'est pas vrai. Si jamais vous, Jean-Emmanuel, rédacteur en chef, je m'excuse, on a une image de vous dans un début de boisson totalement saoulé, je ne suis pas certain que la rédaction va le passer. Parce qu'il y a un arbitrage qui va être fait. Alors,
Pour le reste, je crois que cette question-là, elle est derrière nous. Ce que je voudrais dire, c'est que la télévision nationale du Burkina, elle est accessible à tous les Burkinabés et que simplement, par moment, il y a la conjoncture qui fait que une information peut être passée à un moment ou à un autre selon l'intérêt qu'on puisse avoir. C'est tout. Sinon, pour le reste, je pense que le débat, il est sain. Il permet de faire progresser notre démocratie, de faire progresser le travail des journalistes. Mais j'aimerais quand même attirer l'attention qu'il n'y a pas de rédaction qui décide à elle seule du contenu. Ça n'existe nulle part. Et puis l'autre aspect, là où j'ai été un peu peiné personnellement, c'est que, vous savez, il y a quelques mois de cela, concernant l'affaire des GRI ou des voyages avec le président du Faso, la rédaction a estimé que je leur imposais des choses qui n'étaient pas normales. Ils ont demandé à la directrice qui m'a fait venir dans la salle de rédaction. Ça a été assez houleux, on s'est entendu. J'ai même apprécié certains qui m'ont posé des problèmes qui sont effectifs. Et puis on a trouvé une solution pour avancer. Le travail du journaliste, c'est de croiser l'information. Si on n'a pas croisé l'information et qu'on sort et qu'on me balance en pâture aux gens comme ça, je trouve ça un peu difficile. Mais bon, comme je dis, c'est fait, c'est fait. On aurait pu me demander, monsieur le ministre, on a dit vous avez fait, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Puisqu'on m'a déjà appelé pour le faire une fois. Mais je dis, passons à autre chose. L'essentiel pour moi, c'est que nous garantissons l'accès de tous les Burkinabés aux médias de service public, que nous garantissons la liberté du travail des uns et des autres et qu'en ce moment-là, le travail puisse se faire normalement. Alors, monsieur le ministre, on passe à autre chose, comme vous l'avez dit, mais est-ce que vous avez été surpris personnellement par le tollé que cette immixtion, entre guillemets, a suscité? Non, je trouve que, pour moi, si les journalistes estiment à un moment donné que leur travail, on les empêche de faire leur travail, ils expriment leurs sentiments. Comme je dis, il y a seulement un bémol. Au-delà des journalistes, il y a le public. Oui, non. Vous savez, vous êtes d'une rédaction, vous êtes une. Le public, il reçoit ce que vous avez préparé à l'intérieur pour sortir. Le public ne sait pas les arbitrages que vous faites à l'intérieur. Le public ne sait pas que pour attaquer un reportage, vous allez discuter pendant 15 minutes pour trouver l'angle d'attaque qui est consensuel. Le public ne sait pas ça. L'information que l'on donne aux gens, elle n'est jamais neutre. Elle est toujours empreinte soit d'une ligne éditoriale, soit d'une volonté d'obtenir quelque chose à un moment donné. Soit la réaction du politique, soit la réaction de la société civile, soit une prise de conscience. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec le reportage qui est passé sur les orphelinats. Donc un reportage n'est jamais neutre. Voilà. Donc après, je trouve normal que les journalistes disent, oui, là où je dis, je ne suis pas personnellement, je me sens un peu, c'est dommage qu'on n'ait pas eu ce débat entre nous, c'est que, comme ils disent que la rédaction vient sur le plateau de la télé lire un communiqué comme ça, et que la direction ne l'assume pas, parce que moi j'aurais bien aimé que la direction générale dise, nous ne sommes pas d'accord, mais pas que la rédaction le dise, que chacun s'assume. Les journalistes, s'ils ne sont pas contents, ils vont en grève. Mais l'antenne appartient à une direction qui est directrice qui est responsable éditoriale, et c'est elle qui assume. Voilà. Pour le reste, après, vous savez, les constructions, les luttes pour la liberté se font étape par étape, et ça participe à renforcer quelque chose. Mais je dis, ayons conscience, et ça je le dis à l'endroit du public, ayons conscience que ce qui se passe dans une rédaction, c'est un arbitrage permanent. C'est pour ça qu'il faut, beaucoup de personnes en parlent, il faut éduquer le public à l'information pour savoir que ce qui est fait est un choix qui est fait par rapport à un positionnement, par rapport à une ligne éditoriale, par rapport à une réaction qu'on veut obtenir des gens. Monsieur le ministre, peut-être pour poursuivre et passer à autre chose, au-delà de cette question, donc, en tout cas, cette polémique qui a été suscitée sur cette question de l'émission sur la brèche, le Burkina est classé quand même premier en Afrique francophone sur cette question de la liberté d'expression et de la liberté des médias. Oui, je dis, c'est vrai, et d'ailleurs, la fois passée, lorsqu'on en a parlé, j'ai dit, on est classé premier, mais attention, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'en termes d'indices, on a perdu des points. Ouais. Parce que si on n'avait pas perdu des points en termes d'indices, notamment à cause de la suspension, je pense, de l'événement à l'époque, les Français ne seraient pas passés avant nous. C'est pour dire que la question de la liberté est une question sensible, sur laquelle, à chaque moment, les différents acteurs doivent participer. Autant le ministère dont j'ai la chance d'être en charge, autant le Conseil supérieur de la communication, autant les patrons de presse, autant les journalistes. C'est un équilibre permanent qu'il faut trouver pour faire progresser les choses. Et si on est resté à ce niveau-là, mais que notre indice a un peu baissé, c'est qu'en réalité, il y a une situation qui a fait qu'il y a eu, avec notamment la polémique sur les émissions interactives, avec également la question de la suspension de l'événement, il y a forcément eu une baisse d'indice, une perception négative qu'on a de cette expression-là. Même si on est resté premier, il faut qu'on progresse toujours avec plus de professionnalisme, avec plus de réactivité, mais également en ayant, comment vous dites ça, les journalistes ont bien
responsabilité sociale bien ancrée. Justement, on parle de cette responsabilité sociale des journalistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut s'enorgueillir de ce niveau de liberté de presse au Burkina Faso, mais ça se conjugue également avec le professionnalisme et la responsabilité des journalistes. Alors, quelle est votre appréciation sur ce niveau-là? Non, je pense que, vous savez, il y a de plus en plus d'écoles de formation, il y a de plus en plus de médias. Donc forcément, il y a des brassages, un montée de palier progressif qui va être atteint. Je ne suis pas de ceux qui disent que les journalistes sont systématiquement mal formés. Vous savez, lorsque vous avez des jeunes qui sortent, qui ont la chance de pouvoir travailler, il y a des erreurs certainement qui vont se corriger. Là où il y a un problème, je pense, c'est au niveau de nos rédactions, aussi bien quand vous prenez le cas par exemple de la radio nationale, de la télévision nationale, que dans les rédactions privées, on a de moins en moins d'aînés capables de, comme diraient certaines personnes, de capaciter ces jeunes-là pour les faire progresser. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que vous ayez un stagiaire qui signe un papier. Pourtant, dans certains organes de presse, ça se voit. Parce que le stagiaire, il n'est pas capable de signer un papier. Il est dans une période où il apprend les b.a.-ba. Après, le métier de journaliste, c'est un métier comme celui, je crois, c'est un peu comme du vin. À la différence de tous les autres métiers où on peut dire, c'est en vieillissant, on perd... Non. Si vous êtes chirurgien, vous vieillissez, vous perdez la main. En tant que journaliste, plus vous pratiquez, plus vous avez un référentiel. Alors, vous insinuez donc que les rédactions sont trop jeunes aussi au Burkina? Je ne dis pas trop jeunes, parce que la population du Burkina est jeune. La rédaction a l'image du Burkina. Je dis on a de moins en moins d'aînés pour différentes raisons. Peut-être parce qu'il n'y a pas la considération qui leur sied. Moi, j'ai posé le problème lorsque je suis arrivé avec ce qu'on appelle le plan de carrière, etc. Malheureusement, il était déjà engagé. J'espère qu'à la faveur donc, de la société d'État, parce que je ne trouve pas normal qu'aujourd'hui, dans nos rédactions, il n'y ait pas d'éditorialistes, il n'y ait pas... C'est des personnes ou de grands reporters reconnus comme tels. Mais les aînés s'en vont chercher mieux, en tout cas de meilleurs... Non, c'est parce qu'on ne leur donne pas la place qui leur revient. Vous savez, lorsque toute l'architecture se fait par le mouvement politique, on peut nommer un directeur, on peut nommer... Mais si des personnes, intrinsèquement par leur travail, on sait qu'au bout de 10 ans, dans une rédaction, tu deviens grand reporter, qu'au bout de 15 ans, tu deviens éditorialiste, etc., que ton salaire n'a rien à voir avec celui du directeur ou quel que soit, tu fais ton travail en ton âme et conscience. Et puis, on est l'un des rares métiers où on a la clause de conscience. Si tu n'es pas d'accord, tu plies tes bagages, on te rembourse comme si on t'avait viré. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça le principe. Monsieur le ministre, la priorité dans cette émission est surtout accordée aux questions recueillies sur le terrain auprès de citoyens. Okay. Et tout de suite, nous vous proposons la toute première. Monsieur le ministre, les questions que j'ai à vous poser et en même temps des doléances, ce que vous pouvez faire pour nous accompagner, nous qui avons fait 25 ans de radio rurale, de télé, au risque de toutes nos vies. Et j'ai été décoré chevalier de l'ordre du mérite. J'ai le chevalier, j'ai la médaille, mais je n'ai rien en retour. Monsieur le ministre, je peux peut-être me faire le porte-parole en expliquant davantage. On a beaucoup d'agents au niveau de la RTB, surtout les plus anciens, qui ont accumulé des dizaines d'années de piges au niveau du service, qui ont été intégrés, dans ce cas précis, en 2000. Elle est partie à la retraite en 2010, donc elle n'avait pas le nombre d'années, en tout cas indiqué pour bénéficier d'une retraite. Je pense que c'est ce problème qui est posé. Oui, c'est un problème que je suis... j'en ai pleinement conscience, vous savez. J'ai commencé ici comme pigiste. Et donc, je suis revenu trouver certains avec qui j'ai commencé à travailler il y a plus d'une vingtaine d'années, toujours pigistes. C'est-à-dire qu'ils sont passés de 25 000 francs en 20 ans à 50 000 francs CFA. Ça pose un problème. Donc, l'une des premières choses lorsque je suis arrivé, c'était de régler cette question des pigistes-là. Elle a été définitivement réglée. Après, il y a eu, bien sûr, toute la lutte syndicale qui a été menée par les agents, qui a permis qu'on acquiert un certain nombre de résultats. Malheureusement, ces personnes qui sont déjà parties, on ne pourra pas revenir en arrière. Je pense qu'il faut qu'on trouve un autre moyen pour essayer de satisfaire ça. Mais dans le cas d'espèce, en ce qui concerne les personnes qui étaient dans une situation difficile à Sidoya ou à la RTB, on a essayé de trouver des solutions. Pour ce qui est de la RTB, si je ne me trompe pas, il y a eu un système de concours professionnel qui leur a permis de gagner quelques années en plus pour pouvoir parfaire et terminer la cotisation. Pour ce qui est de... Et puis il y a également, grâce notamment au plan de carrière qui a été adopté, des possibilités donc de passer des contrats avec d'autres personnes. Pour ce qui est de Sidoya, la situation a été traitée de façon plus globale. Ils ont signé un accord avec la CNSS et avec la Carrefour, de telle sorte que toutes les personnes encore à Sidoya qui risquent de connaître cette situation-là
vont pouvoir être réglés. Donc ça coûte relativement cher à Sylvaya, une 60aine de millions de francs pour régulariser la situation, mais je pense que c'est un processus qui est tout à fait normal. Des personnes qui ont sué sang et eau pour notre radio, qu'elle soit rurale, nationale ou pour la télévision, méritent effectivement qu'on leur accorde cet intérêt. Malheureusement, la situation fait que souvent on ne peut pas revenir en arrière. Nous actons à partir d'un moment donné et nous essayons de régler ces questions-là. Mais je pense que l'interpellation est juste. Il va falloir que nous trouvions des réponses parce que beaucoup de personnes sont allées dans cette situation-là et c'est un peu malheureux quand on voit cet état-là. Alors, on passe à la question suivante de recueil sur le terrain. Voilà. Pourquoi on n'a pas permis au ministre, à l'ex-ministre du Tourisme, de s'expliquer devant le petit écran pour que le citoyen lambda, qui est à Madjouari ou c'est pas moi, puisse dire, ah, effectivement, voilà, c'est un homme intègre ou bien c'est un faux type. Le ministre, on pensait le débat clos, mais... Bon, donc je pensais que j'avais répondu. Mais bon, je crois que, comme j'ai dit, c'est une situation où nous avançons. Je n'aimerais pas rentrer dans le détail de ce qui s'est passé, mais je pense qu'à un moment donné, on est venu vers moi pour me dire, voilà une telle situation. Et j'ai dit, si vous jugez que c'est possible, tant mieux, parce que j'aimerais souhaiter qu'il y ait d'abord la passation de service avant que la personne puisse s'exprimer. Parce que nous sommes dans un système quand même où il faut permettre à ce que la transition se fasse. Après, si on a des récriminations, on va le faire. Bon, et là, je pense que j'assume entièrement cette position-là, afin que nous puissions quand même permettre le respect de cette petite équilibre-là. Après, la télé, elle est libre de recevoir qui elle veut, à quel moment. Et je ne voudrais pas rentrer dans le détail de ce qui s'est dit, parce que bon, sinon je ferais un peu ce qu'on a pu discuter ensemble. Mais je voudrais dire que j'en ai parlé aussi bien avec le directeur, avec l'animateur, qu'avec la directrice générale de la télévision nationale sur cette question-là. Ok, monsieur le ministre, on va poursuivre avec une autre question alors. Monsieur le ministre, quels sont les critères sur lesquels l'État se base pour la répartition de la subvention allouée aux organes? À quand une visite dans les organes, dans les radios communautaires de la région de l'Est pour constater les conditions dans lesquelles nous travaillons? Monsieur le ministre, je crois qu'il y a deux questions en une. Voilà, on vous attend à l'Est. Oui, c'est vrai que je suis parti un peu partout. Je suis parti au Nord, je suis parti au Sahel, je suis parti... mais je ne suis pas allé à l'Est. Peut-être parce que l'une de mes dernières sorties en tant qu'acteur indépendant était dans la région de l'Est et que j'avais peut-être... Mais je vais corriger ça. Pour la seconde question, pour la première partie, c'est la question de la subvention. Vous savez, la subvention, c'est un débat relativement complexe. Vous avez 400 millions de francs CFA que l'État avait parce que la presse privée. Et il faut que les gens comprennent bien, ce n'est pas un cadeau. Le travail, on signe des conventions, les médias signent des conventions avec le CSC pour assurer une partie du service public à l'information. La Constitution burkinabé dit que les Burkinabés ont droit à l'information, ont droit à la liberté d'expression et ont droit à utiliser les différents canaux pour s'exprimer. Et la presse privée joue donc il y a une partie de cette œuvre-là de l'État qui est exercée donc par la presse. Et à ce titre-là, donc, on les aide. Malheureusement, la situation est telle que si on doit faire... Ils ont défini un critère qui est d'ailleurs fait de façon consensuelle, puisque le ministère de la Communication, moi, je n'y fais pas partie. C'est le fonds qui a récupéré. Et le fonds, avec les associations des journalistes, avec les associations des patrons de presse, quel que soit le type de médias, ont défini un critère. Vous avez une base minimale qui est donnée à tout le monde. Et puis ensuite, vous avez une situation de bonification par rapport au fait que vous respectez vos engagements fiscaux, par rapport à ce que vous avez déclaré vos travailleurs à la caisse, etc., etc. Donc ça fait que vous pouvez passer pour une télévision, par exemple, de 3 millions à 6 ou 7 millions de francs CFA, selon que vous respectez ces critères-là. Je pense que ça a été défini de façon consensuelle. Nous, en tant que ministère de la Communication, nous n'avons pas influencé dedans. Ce que je veux dire sur cette question, c'est que la subvention est un aspect. Vous savez, pendant une dizaine d'années, la presse s'est battue pour avoir, notamment la presse privée, un fonds d'appui à la presse privée. Parce que le contexte économique des médias est un contexte très particulier. On a parlé de cette action, cette délégation de pouvoir, de service que donne l'État à la presse. Donc l'État doit aider les médias. Et on connaît la situation. Quand vous allez en banque aujourd'hui parce que vous êtes un organe de presse, vous n'avez pas de crédit. Donc il y a ce fonds d'appui qui a été mis en place, qui est le résultat d'une discussion relativement âpre. Je pense que
La première mise en œuvre date de 2013, lorsque le Premier ministre Luc Adolphe-Thiaw a réuni donc une commission pour que nous aboutissions à cela. Malheureusement, en 2014, avec les événements, ça n'a pas pu se faire. Et le CNT, en 2015, avec le gouvernement de la transition, ont acté la mise en œuvre du fonds. Le premier fonds a été doté en 2016 et il s'est avéré que, malheureusement, la nature du fonds ne permet pas de faire des crédits. Donc, on a demandé à ce qu'il y ait un changement pour que ça devienne un fonds national d'investissement. Et nous sommes dans ce processus-là aujourd'hui, et j'espère qu'il va se finir parce qu'il dure assez, qu'il va finir et qu'on pourra, en fin de compte, aider les médias avec des taux relativement intéressants pour eux, parce que la question, c'est de les aider pour pouvoir notamment acquérir des équipements, pour pouvoir faire face à des coups durs dans la gestion au quotidien de leur entreprise, pour que la presse nationale privée soit un peu plus forte face à la concurrence internationale et sous-régionale qui s'annonce relativement dure et rude. Alors, monsieur le ministre, 400 millions de francs CFA, vous l'avez dit, et puis il y a une base. Cela suppose que tous les médias sont d'office bénéficiaires et que la différence se fait sur les bonifications. Est-ce que c'est bien ça? Non, pas tous les médias, parce que je ne suis pas là dans les critères, mais je pense que cette année, je crois, il y avait 116 demandes de subvention, il y a 100 qui ont été accordées. Ouais. Je pense qu'il y a, après, il y a la régularité de l'apparition, par exemple. Il y a des journaux qui n'apparaissent que pour pouvoir avoir la subvention. On ne peut pas leur donner la subvention. Okay. Voilà. Donc, on vous dit, si vous êtes un trimestriel, il faut être paru un certain nombre de fois. Donc, ces éléments-là font qu'effectivement, il y a 16 entreprises qui n'ont pas pu participer parce que déjà, dans la régularité, elles n'étaient pas des entreprises de presse permanente. Ou bien ensuite, il y a le fait que certains ont postulé, mais il faut avoir travaillé pendant une année entière. Donc, si vous avez été créé en 2016, puisque la subvention est de 2016, vous n'aurez pas la subvention en 2017. Okay. Ce n'est que la subvention de 2018 à laquelle vous pourrez prétendre. Voilà un peu pourquoi certaines entreprises sont laissées sur le carreau. D'accord, il faut boucler l'année entière. On va passer à la question suivante, hein, c'est celle du PDG du groupe Horizon FM, en rapport justement avec la subvention. Monsieur le ministre, depuis que Horizon FM est là, elle n'a jamais perçu un rond la subvention étatique pour aider l'émancipation de ces radios. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le ministre? Alors, monsieur le ministre, la question est claire. Bon, je ne sais pas si vous confirmez? Non, je ne peux pas confirmer ou infirmer parce que je n'ai pas le détail de la liste. Ce que je veux dire, c'est que déjà quand j'étais acteur de l'autre côté, c'est que Horizon a toujours des problèmes. Parce que d'abord, les télévisions constituent des entités morales différentes. Et donc, souvent, ça posait un certain nombre de problèmes. Mais je crois que normalement, si Horizon FM remplit les conditions, il doit avoir la subvention. Parce qu'aujourd'hui, même la... Donc, ce n'est pas la tête du PDG qui pose problème. Donc, vous savez que le PDG, c'est... Personnellement, j'ai beaucoup de sympathie pour lui. Hein, je pense qu'il fait partie des personnes qui ont le mérite d'avoir osé, d'avoir mis le train sur les rails et qu'il est extrêmement inventif. Après, je peux lui reprocher de ne pas toujours être tendre dans ses propos avec les uns et les autres, mais c'est sa nature. Il est extrêmement inventif, mais normalement, ce n'est pas la tête du client. Il n'y a pas de tête de client. Il y a des critères qui sont élaborés, qui sont mis en œuvre. Et si Horizon FM n'a pas eu cette année, ça m'étonnerait quand même. Mais ça veut dire que peut-être qu'ils n'ont pas respecté un certain nombre d'éléments. En tout cas, les radios, normalement, par régularité, il n'y a pas de problème. Il faut avoir un certain nombre d'heures de diffusion, il faut respecter sa grille des programmes, tous ces éléments-là. Après, pour la presse écrite, il faut un certain nombre de parutions. Ça, c'est obligatoire. On vous donne une partie. Après, maintenant, selon que vous ayez déclaré vos emplois à la caisse, selon que vous soyez en règle avec le domaine de la fiscalité, après, vous avez des bonifications qui tombent. Et qui fait cet arbitrage-là? C'est un comité qui est fait dans lequel il y a des représentants de l'ACEP, la Société des éditeurs de presse, des représentants de l'UNALPHA, des représentants de l'association des éditeurs de presse privée, c'est la télévision, des représentants des médias en ligne. Vous savez que nous sommes arrivés en 2016 et nous avons dit que les médias en ligne doivent être inclus dans la subvention. Avant, ils n'étaient pas pris en compte. Aujourd'hui, quand on connaît le rôle que jouent ces médias en ligne-là dans l'information et dans la prise de parole des populations, il n'est pas normal qu'ils soient laissés pour compte. Donc, depuis 2016, ils sont pris en compte dans la subvention et donc ils participent au niveau donc de ce comité en fait, la subvention est gérée par les acteurs sous la gestion, donc sous la coordination administrative du Fonds d'appui à la presse privée. Alors, monsieur le ministre, nous allons poursuivre dans cette émission en suivant encore d'autres réactions de citoyens que nous avons recueillies sur le terrain.
arrivé à l'ISTIC en 2014, il n'y avait pas de financement pour vraiment relancer la formation professionnelle en information-communication. Et justement, grâce à l'appui du gouvernement qui a voulu d'abord ériger l'ISTIC en établissement public de l'État, nous avons pu avoir notre premier financement en 2016. Et je vous assure que vous-même, vous l'avez vu, que depuis que nous avons eu cet appui-là, la formation est allée de qualité en qualité. Les journalistes même qui exercent le métier de langue nationale, c'est souvent difficile. Aujourd'hui, ils sont mis de côté, mais c'est quand on a besoin d'eux qu'on les fait sortir à la lumière pour les aider. Aujourd'hui, le président voyage sans des journalistes de langue nationale. Je trouve que ce n'est pas normal. La subvention est bien, c'est bien, mais je trouve que bon, s'ils pouvaient toujours en tout cas augmenter la cagnotte, ça allait nous aider. Sinon, c'est vraiment bien, puisque ça nous aide vraiment dans le fonctionnement de la radio. Il ne s'agit pas d'apporter une subvention à quelqu'un. Il ne suffit pas de lui donner un prêt. Il suffit de lui donner tout simplement les moyens de ne pas dépendre de la subvention ou de ne pas dépendre du prêt que vous voulez lui donner. Tous les soutiens que le gouvernement octroie aux médias, nous, en tant qu'ouvriers, nous ne voyons pas tellement d'impact sur nous. Voilà, nous avons comme l'impression bon, que c'est juste pour les patrons de presse. Mais il n'y a pas de répercussions sur la vie des journalistes. Et je pense que tous ces fonds-là, il faut à un moment donné les subordonner à la mise en œuvre de la convention collective. Les difficultés majeures que nous rencontrons aujourd'hui, c'est d'abord les équipements. C'est vrai que depuis l'insurrection, après la casse de la RTB, nous avons reçu des dons des partenaires. Nous-mêmes, nous avons fait des acquisitions, mais ça reste en deçà des besoins. On remarque très souvent, il y a des séminaires, il y a des formations, il y a des rencontres au niveau de Ouagadougou ou de Bobo, et généralement, ce ne sont que les médias de ces deux villes-là qui sont conviés. On a l'impression que le gouvernement oublie ceux qui travaillent à l'intérieur du pays. Alors, s'il y a une doléance, c'est souvent avoir des formations au niveau des provinces. Peut-être de voir avec son collègue des finances, voir comment alléger les taxes qui pèsent beaucoup sur nous. Et aussi revoir un peu le système de... voir s'il y a la possibilité d'annuler ou de donner en tout cas une période aux médias pour qu'ils puissent commander leur matériel hors taxe. Voilà, Monsieur le ministre, beaucoup de réactions une fois de plus qui s'apparentent surtout à des plaintes. Peut-être vous allez réagir peut-être à la question de la convention collective parce que voilà le président de l'AJB qui estime que cette subvention profite surtout aux patrons de médias, mais que les véritables ouvriers ne sont délaissés pour compte. Je pense que la question de la convention collective, c'est une question qui est importante. En 2006, je pense, lorsque le processus a été finalisé, encore avec les différents acteurs, on avait dit, et je faisais partie donc de cette partie patron de presse-là, qu'il était important que l'État accompagne les patrons de presse, les entreprises, pour que cette convention-là puisse être mise en œuvre. Et c'est d'ailleurs pour ça que le fonds d'appui à la presse privée a été créé, parce que ça devait permettre justement de faire monter les capacités des entreprises de presse. Il y a d'autres aspects qui étaient liés, notamment dont a parlé quelqu'un tout à l'heure, c'est la fiscalité spécifique. Mais vous savez que la question de la fiscalité aujourd'hui se pose dans un ensemble, parce que vous avez des secteurs qui sont des secteurs assez fragiles, comme par exemple le tourisme, l'hôtellerie, etc., qui demandent des fiscalités spécifiques. Et le gouvernement estime que sur ces questions-là, il est bien que nous ayons une lecture d'ensemble afin qu'on ne détricote pas au fur et à mesure. Donc il faut vraiment reposer les choses à plat. Je pense que quand une entreprise marche bien, forcément, les travailleurs en tirent les profits. Et je crois aujourd'hui, et ça se voit dans nos médias, que plus un journaliste est performant, si vous ne le payez pas au juste prix, il part ailleurs. Donc je crois que de petit à petit, le journaliste retrouve sa capacité à discuter avec les acteurs qui sont en face de lui. Parce que d'une façon simple, la convention qui est discutée en 2006, lorsqu'on regarde ce qui a été acquis par les travailleurs
du secteur public, ça veut dire que cette convention-là, elle est totalement dépassée aujourd'hui pour le privé. Mais vous savez aujourd'hui aussi que si vous voulez prendre un journaliste qui a fait Bac plus 3 ou Bac plus 4, si vous lui proposez moins que ce qu'on propose de façon simple autour de 150 200 000 francs, il ne va pas venir travailler avec vous. Parce qu'il estime qu'il vaut plus que ça. Mais il y a certains qui sont obligés, faute d'emploi, parce que bon... Il faut... Non, il n'y a pas faute d'emploi. Je pense qu'il n'y a pas faute d'emploi. Vous savez, des entreprises qui sont... Il y a des entreprises notamment qui refusent d'embaucher des journalistes. Il y a... Vous savez, parmi les critères dont on a parlé, il faut avoir déclaré un certain nombre d'acteurs. Il y a des médias aujourd'hui qui fonctionnent avec 2 personnes déclarées à la caisse. Le propriétaire et puis sa secrétaire. Les journalistes ne sont pas déclarés. Les rédactions où, notamment dans certaines radios, pas à Ouagadougou, mais de plus en plus dans nos provinces, il n'y a même pas de journaliste professionnel. Alors qu'on dit une rédaction, c'est au moins un journaliste professionnel. Donc, il y a un vrai problème aussi d'acceptation du fait que ce n'est pas n'importe quel boulot. Ce n'est pas parce que j'ai échoué à toute chose que je vais devenir journaliste. Non. Je peux être médecin et avoir cette passion pour le métier et devenir journaliste. Je peux être avocat, avoir cette passion. Mais ce n'est pas parce que je me suis assis un matin et dit, bon, où je peux aller travailler aujourd'hui? Bon, je vais aller dans une rédaction et je vais le faire. Et ça pose la question des journalistes en langue nationale. Nous en parlons de plus en plus. Le journaliste en langue nationale est un journaliste qui doit être formé comme tout autre journaliste et qui s'exprime dans nos langues nationales. Ce n'est pas un journaliste au rabais. Parce que c'est un enjeu. C'est pas juste qu'on comprend la langue. Non, c'est pas juste qu'on comprend la langue. Parce qu'il y a le traitement de l'information que ça pose. Vous savez, y compris dans la langue, il faut bien faire de façon pratique. Il va falloir que vous fassiez un chapeau, fassiez votre lancement. Et même, il faut qu'il apprenne ça. Que ce soit en Mouré, en Fulfulde, en Gourmandchema ou en Marca, il faut bien à un moment donné qu'il dise quelque chose qui corresponde au travail. Et qu'il le fasse dans le respect des principes du travail journalistique. Et donc, je crois que le débat que nous avons aujourd'hui, et nous en parlons déjà avec notamment l'ISTIC, avec les directeurs des organes de presse, c'est qu'en langue nationale, il faut forcément que... Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons travaillé pour ouvrir une filière communication à l'ISTIC. Elle est opérationnelle depuis cette rentrée-là. Nous sommes en train de regarder comment justement nous allons travailler pour qu'au niveau de l'ISTIC, nous ayons des formations spécifiques de journalistes, mais qui se destinent à la langue nationale. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème. Même la question de la transcription de la langue, la connaissance des mots, des termes appropriés, nécessite qu'on ait un minimum de bagage intellectuel. Nous avons eu la chance d'avoir des personnes extrêmement douées dans nos radios rurales avant. Aujourd'hui, le traitement de l'information, ce n'est pas que de l'animation. Et ça nécessite aujourd'hui des capacités totalement différentes. Alors, monsieur le ministre, je m'en voudrais de ne pas prêcher ma chapelle. La directrice générale de la RTB, elle a évoqué la question de l'équipement. Après donc le saccage de la RTB, c'est vrai que beaucoup a été fait, disait la directrice générale, mais il y a encore beaucoup. La télé coûte cher. Absolument. Et vous savez, moi je suis arrivé en tant que ministre, ça fait quelques mois, je me bats pour qu'on change ce studio-là. Rien que ça. C'est un vrai problème. Parce que parfois aussi, les financiers ne comprennent pas tous les enjeux qu'il y a derrière. Vous savez, on a mis les frais de production. Mais pour avoir les frais de production, il a fallu qu'on bataille ferme, à la fois et grâce à l'écoute de Minefit, Mme Soli Koulibaly, on a pu comprendre les choses, on a pu faire passer. Et il a fallu que chacun de nous fasse des concessions de part en part. Parce que pour les gens, les frais de production, alors que quand il n'y a pas de frais de production, il n'y a pas de création. On parle de la TNT. La TNT, ce n'est juste que la structure technique. La bagarre qui va se faire, c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur du contenu. Donc pour revenir à votre préoccupation, moi je pense qu'avec le passage de la société d'État, tôt ou tard, il va falloir que l'État fasse un choix. C'est de mettre le matériel à niveau. Sinon, on ne peut pas lancer ces télévisions comme ça dans un monde qui va être extrêmement difficile pour eux. Les téléspectateurs sur les réseaux sociaux comparent par exemple le plateau du journal de la RTB au plateau de la RTI. Oui, bon, c'est vrai, mais je pense aussi que c'est une volonté collective. Je crois que cette fois-ci, nous sommes enfin arrivés à mobiliser à peu près 400 millions de francs CFA avec l'accompagnement, donc, encore une fois. Parce que la question qui se pose, c'est quoi? Vous voulez faire un décor comme ça, vous allez faire un appel à candidature, et vous allez avoir des locaux qui vont venir, mais l'expertise, là, c'est un domaine précieux. Donc, il faut trouver des personnes à l'extérieur qui viennent apporter leur savoir. Et souvent, les techniciens disent, oui, mais pourquoi c'est une entente? Parce que, non, on peut trouver des gens ici. Oui, mais si on va trouver des décors ici. Donc, je pense qu'on est en train de sortir de ça. Ça va se passer. Et il y a d'autres aspects. Le gouvernement, lui, s'est engagé à accompagner notamment dans ce qui concerne la couverture avec les émetteurs. Nous avons un programme relativement vaste qui est mis en œuvre par rapport à cela. Et je pense que si on arrive, je pourrais préciser plus ou moins les lieux qui ont été couverts. Sur ce point-là,
Vous savez que lorsque nous sommes arrivés, le Premier ministre, en 2016, a fait un arbitrage très serré. Et il y a deux choses qu'il a consenties pour le ministère de la Communication. C'était la numérisation de la télévision pour pouvoir aller à la TNT, et c'était l'acquisition d'émetteurs pour pouvoir couvrir les zones noires, les poches noires où on n'a pas notamment la radio et sur laquelle nous sommes en train de travailler. Alors, Monsieur le ministre, on a parlé de la convention collective qui finalement se retrouve dans les tiroirs depuis sa signature en 2009. Non, elle n'est pas dans les tiroirs. Elle est censée être appliquée une année après sa mise en œuvre. Oui. Je pense que les acteurs sont d'accord. On a l'impression que son application n'est pas un impératif pour les patrons de presse parce qu'il y en a qui choisissent délibérément de le faire, il y en a d'autres qui ne le font pas et qui ne sont pas sanctionnés. Bon. Je ne vais pas m'ériger en gendarme dans ce coin-là. Vous avez été également patron de presse, monsieur le ministre. Mais en fait, la question que je voudrais poser, c'est que, à côté, justement... Ce que je veux dire, en tant que patron de presse, j'ai toujours respecté la convention collective. Mais aujourd'hui, vous êtes ministre. Est-ce que vous avez un moyen de pression pour que les uns et les autres respectent justement cette convention collective? Parce que c'est une loi tout compte fait. Oui, non, je pense que là-dessus, nous avons demandé donc à d'acteurs notamment qui a travaillé dessus de nous faire une étude pour nous dire où on en est dans la mise en œuvre. L'étude va être rendue donc d'ici la fin de l'année, début janvier. En ce moment-là, nous pourrons donc remettre les acteurs autour de la table, leur dire voilà ce que le gouvernement a fait comme concession. Vous avez le fonds de la presse privée, vous avez donc un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, faites l'effort de faire remonter le niveau. Bon, c'est vrai qu'ils vont poser en face la question de la fiscalité, la question des avantages. Mais vous savez, comme disait quelqu'un tout à l'heure, depuis 2009, chaque année, il y avait une détaxe, une exonération au matériel. Et très peu d'entreprises ont fait rentrer du matériel. Parce que parfois, ce n'est pas dans leur priorité. Voilà. Et donc, ces éléments-là, ils vont revenir sur la table. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, chacun doit être capable de dire il y a cette concession qui est faite, avançons un tout petit peu. Mais je pense notamment que la majorité des entreprises de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, quand même, sont au moins à la convention collective, sinon l'ont dépassé. Le problème se pose essentiellement dans les médias, dans les zones rurales, parce que aussi un média, c'est quand même aussi le marché qui soutient, c'est la réalité financière de l'espace. Et là, ça pose un certain nombre de problèmes parce qu'on a besoin de cette communication-là dans les zones rurales et on a besoin aussi de garantir aux gens qui y travaillent un minimum de bien-être. Alors, Monsieur le ministre, on va avancer avec une autre question d'un citoyen dans cette rubrique. À quand le début effectif des prestations du Fonds d'appui à la presse privée? Oui, c'est une question, je ne peux pas répondre, pour la simple raison que j'explique le processus. Le fonds a été créé en 2015, il a été, le budget 2016, il a mis 700 millions de francs CFA. Malheureusement, comme je l'ai dit, nous sommes dans une situation où le fonds était dans l'incapacité de faire ces prêts-là parce que ce n'était pas dans sa nature. Je pense que les techniciens disent que c'est un fonds national, il fallait que ce soit un fonds national d'investissement. Nous avons, dans notre bonne volonté, pris le dossier à bras le corps et introduit en avril 2016, je crois, en avril 2017, un décret modificatif. Et on nous a tapé sur les doigts parce que tout ce qui est fonds revient du domaine de Minefid. Donc on a repris les études, le ministère des Finances est là-dessus. Et aujourd'hui, donc, nous attendons donc l'approbation du ministère des Finances pour faire ce basculement-là. Donc, on sollicite vraiment l'accompagnement du ministère parce que je crois qu'il ne s'agit pas seulement d'une question économique. Il s'agit également d'une question politique et d'un engagement ferme. Vous savez, aujourd'hui encore, j'étais avec les responsables des journaux en langue nationale qui me disaient « Notre fonds, ça vient quand ?» Je dis « On est là-dessus. » Il dit « Ah, ça fait 15 années de lutte, vous êtes en train de mettre en retard comme ça. » Donc, c'est un vrai problème. Et le ministre que je suis est tellement sensible parce que j'y ai été acteur pendant des années pour que ce fonds se mette en place. Je sais comment la presse privée en a besoin. Mais de l'autre côté aussi, vous avez les exigences de la gestion de nos finances publiques qui veillent que les choses soient faites dans les règles. Et cette mutation-là, j'espère qu'elle se fera le plus tôt possible au bénéfice de l'ensemble des médias privés nationaux. Alors on progresse encore avec une autre question. Monsieur le ministre, j'aimerais savoir quand est-ce et nous, la population de la commune de Sendou, aura la RTB et à Sendou, et puis les autres presses publiques comme privées. Alors, Monsieur le ministre, je pense que la question est posée par le premier adjoint au maire de Sendou, mais c'est valable pour beaucoup d'autres zones. Alors, cette question de la couverture du territoire. Je pense que dans le document introductif, votre collègue a bien posé la problématique. On a des vrais problèmes pour la télévision et la radio. En réalité, lorsqu'on dit la couverture satellitaire à 100%,
il faut bien comprendre que pour pouvoir capter ça, soit vous payez une antenne, des grandes antennes paraboliques classiques, là où soit vous êtes abonné à Canal+. Sinon, c'est compliqué. Alors que la télévision doit être accessible à tout le monde. La TNT, c'est la solution pour l'accessibilité de la télévision. On en a parlé, c'est 35 sites. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à 20 sites qui sont opérationnels. Fin décembre, il y a 9 autres sites qui vont être livrés. Et lorsque le programme était de 30, on s'est rendu compte qu'il y aura nécessité de 5 autres lieux. Et ces 5 autres lieux-là seront faits pour janvier. Donc, à mon humble avis, la question de la couverture nationale pour la télévision, c'est une question qui est définitivement réglée. Maintenant, le processus de mise en œuvre est en cours, parce qu'il faut déjà que les gens acquièrent les équipements, notamment les antennes râteaux et les téléviseurs, s'ils sont intégrés TNT, ou les décodeurs s'ils ne sont pas intégrés TNT au niveau des téléviseurs. Pour la radio, le processus est un peu plus long. Je voudrais vous faire le cas, par exemple, qu'en 2016, nous avons acquis 7 émetteurs radio pour la radio nationale. C'était à Orodara, à Gawa, à Diapaga, à Boulsa, à Kompienga, à Léo et à Waiguya. Pour 2018, il y a 19 émetteurs prévus pour être installés. Il y a 7 outils de la radio nationale, Arbinda, Dano, Batié, Gaïri, Kongoussi, Machakwale et Nyangologo. Et puis vous savez qu'on a lancé la radio rurale dans l'idée justement d'être plus proche des populations, à la fois dans les sujets qui sont traités et dans les langues avec lesquelles on leur parle. Et à ce niveau-là, donc, il y a Dori, Tenkodogo, Bobo, Gawa, Koudougou, Fada, Djibo, Seba, Po, Diapaga, Boulsa et Koudougou qui seront mises en œuvre. Donc l'année prochaine, il y a d'autres également qui seront. Donc je crois que petit à petit, l'ensemble du territoire sera couvert. Je pense que le dernier émetteur qu'on doit mettre, les 2 derniers, ça va être en 2019 à Warkoy et puis à Toman. C'est les 2 derniers qu'on mettra en 2019. Et là, le maillage du territoire sera entièrement finalisé. Donc nous en avons 19 pour cette année. Nous en avons 15 pour l'année 2018 et il va rester 2. Ça correspond aussi aux capacités de la radio nationale à acquérir. Ça correspond aussi à l'effort que le gouvernement a fait en 2016 en planifiant donc l'acquisition de ces émetteurs-là. Alors, vos espoirs se reposent évidemment sur la TNT. Lorsqu'on parle de la couverture télévisuelle du territoire national, aujourd'hui, on a constaté que la date a été repoussée progressivement. Est-ce qu'il y a une nouvelle date pour la TNT, le lancement officiel, monsieur le ministre? Alors, avec le Premier ministre, nous sommes en train de voir si nous avons une date que nous voulons arrêter. Moi, j'ai proposé au Premier ministre le 30, mais il y a beaucoup d'activités le 30. J'ai proposé le 30 2, novembre. 30 novembre. Il y a beaucoup d'activités aussi le 2. Donc, PM va trouver, donc, son Excellence va trouver le bon moment pour nous faire passer ce lancement-là. Ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on comprenne bien le problème. La TNT, c'est une infrastructure. Une fois que nous aurons mis la TNT en lancement officiel, parce que les 20 sites sont fonctionnels, les populations vont acquérir le matériel, vont se mettre aux normes. Et nous allons avoir ce qu'ils appellent le simulcast, c'est-à-dire la diffusion normalement en numérique et en analogique pendant au moins 6 mois. C'est une fois ce simulcast-là achevé que nous aurons l'injection de signal analogique. Donc, c'est un processus qui va prendre du temps. L'essentiel, c'est que nous ayons aujourd'hui finalisé le matériel, la structure est en place, et que les Burkinabés disent on peut commencer. Alors, ceux de Dougou qui ont des problèmes pour capter la télévision nationale, s'ils me suivent, la question est définitivement réglée. Parce qu'il suffit juste d'avoir son émetteur râteau, de pouvoir avoir le décodeur si nécessaire, et puis les choses se mettront en place. C'est pareil pour Dori, c'est pareil pour la vingtaine de sites pour lesquels nous avons travaillé. Il y a eu du retard, j'aimerais préciser la chose, pour différentes raisons. Premièrement, vous savez que c'est un pool bancaire qui nous a accompagnés et à un moment donné, il y a eu des discussions parce que le pool demandait même de défiscaliser un certain nombre d'intérêts, ce que le gouvernement a refusé. Ensuite, ils ont accepté. Après, même au niveau de la douane, bien qu'il y ait des taxes, ça a mis du temps. Donc, on a perdu 3 mois, 4 mois dans ce flottement-là. Et vous savez, ce n'est pas des appareils qu'on paye. Les émetteurs sont achetés, commandés, avec une puissance, les panneaux des antennes sont commandés également, de telle sorte que, notamment dans les zones frontalières, on puisse avoir une disposition qui empêche de rayonner, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, au Togo ou au Niger, mais en s'assurant un rayonnement suffisant pour que toutes les populations aux alentours puissent l'avoir. Donc ce n'est pas les acquisitions qu'on fait sur place, c'est des choses qu'on commande, qu'on fabrique, qu'on envoie. D'où le retard qu'on a constaté. On avait prévu le 30 septembre et aujourd'hui on a été obligé de décaler en raison justement de ces 3-4 mois-là, de 2-3 mois. Mais aujourd'hui je crois que honnêtement 70% du territoire sont déjà couverts par la TNT. Il suffit juste de dire on a lancé, aller payer le matériel ou regarder sur vos téléviseurs. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que normalement les téléviseurs qui sont importés depuis 2013 au Burkina doivent avoir des décodeurs intégrés.
Donc normalement, vous n'avez même pas besoin de payer les décodeurs. Il suffit juste de payer l'antenne râteau et puis de faire la programmation et vous avez vos chaînes. Il y en a actuellement 12 dans le multiplex. Ok, monsieur le ministre, une autre question parce qu'on est un peu pris par le temps. Monsieur le ministre, où en sommes-nous avec le passage de l'EPE à Société d'État pour ce qui est des médias d'État au Burkina Faso? Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour vraiment qu'il n'y ait plus de couac, entre guillemets, comme on aime le dire, qu'il n'y ait plus de couac entre les journalistes reporters et les agents de sécurité sur le terrain? Deux questions, monsieur le ministre. Où est-ce qu'on en est exactement avec le processus de passage à la Société d'État? Vous savez qu'il y a un protocole d'accord qui a été signé. Et le protocole d'accord prévoyait donc que nous puissions le faire, je pense, que les études soient rendues fin premier semestre 2017. Malheureusement, pour différentes raisons, notamment les procédures de passation, de marché, etc., ces éléments l'ont entraîné. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, pour être précis, le cabinet a été choisi et il a été notifié en ce qui concerne la RTB le 25 octobre. Donc, ils ont 2 mois pour faire l'étude. Pour ce qui est de Sidoya, la notification de résultats a été faite au cabinet le 13 novembre. Donc, ils ont 2 mois pour faire. Ce qui est intéressant, c'est que les acteurs du monde des journalistes, notamment les syndicats, ont été présents, ont été associés aux négociations, ont défini des thèmes de référence, et c'est par rapport à ces thèmes de référence que le cabinet va travailler. Donc il ne s'agit pas de dire on va repousser, on ne va pas aller, on dit juste voilà les conditions pour aller à la Société d'État, comment elle doit se mettre en œuvre. Ce n'est plus dire on ne va pas y aller, c'est comment on va faire pour y aller, parce que ça pose un certain nombre de problèmes sur lesquels j'aimerais qu'on en a parlé tout de suite, c'est l'acquisition du matériel, la mise à niveau des capacités de production. Ensuite, il y a même la culture d'entreprise au niveau des médias de service public. Vous savez que vous êtes dans un espace qui va être extrêmement concurrentiel. Je dis tout le temps, la RTB et Sidoya ont 2 avantages. Un, c'est la formation du personnel, mais ça de plus en plus, les écoles privées forment des journalistes compétents, donc ils sont en train de perdre cette formation-là. Et 2, c'est le territoire, la couverture nationale. Et si on perd la couverture nationale, il va falloir qu'on gagne en termes de contenu, en termes de capacité à prendre en compte les réalités des gens. Et ça, c'est un autre défi. Donc, comment on fait pour passer à cette mutation-là? Il y a un 3e aspect, c'est la question du personnel. Vous avez à peu près 800 personnes qui vont dans une société d'État. Comment on fait pour optimiser ce personnel-là? Accepter de le redéployer, accepter de le former, de le faire changer de métier pour pouvoir le rendre opérationnel et en tirer profit, parce que c'est les capacités qui sont là qu'on ne doit pas perdre ou se laisser se desservir pour l'ensemble du monde. L'autre aspect qui était abordé, c'est la question du travail entre journalistes et forces de l'ordre. Ouais. Je pense que ça, honnêtement, on ne va pas insister là-dessus. Je pense que chacun, comme dit le professeur Balima, je l'ai écouté la dernière fois, chacun est dans son rôle. Hein? Le journaliste veut avoir l'information, les forces de sécurité veulent assurer la sécurité. À nous de trouver le juste milieu avec un élément simple, le respect de l'autre. Parce que parfois aussi, il faut reconnaître que nous, journalistes, nous avons un regard un peu trop suffisant par rapport à ceux qui sont sur le terrain. La collecte de l'information ne justifie pas tout. De l'autre côté aussi, d'ailleurs le président du Faso l'a très bien rappelé lorsqu'il y a eu l'incident de Kaya, la sécurité ne justifie pas tout. Donc il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu, et ça je pense que c'est des attitudes de personnes, et de faire tomber un peu le mur de quiproquo et de présomption, de culpabilité en guillemets, que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Ça pose également une question de sécurité des journalistes sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte d'insécurité avec les attaques que l'on a connues. Est-ce que ce n'est pas une préoccupation à votre niveau quand les journalistes vont comme ça sur le terrain sans être protégés? Mais quand un enseignant va sur le terrain pour enseigner, comment il fait? Quand un travailleur de Djibo se lève pour aller sans protection, comment il fait? On fait notre boulot. Il est peut-être un peu plus risqué que les autres, mais on le fait. Les journalistes qui vont sur les terrains de bataille, ils savent ce que ça coûte. J'ai un de mes petits frères, pour ne pas le nommer, Saraf Koulibaly, qui m'a dit la dernière fois, monsieur le ministre, j'ai envie de faire un papier à Djibo. Je dis, je ne veux pas attendre que ce soit les médias étrangers qui y vont, je vais y aller. Je dis, bon, fais attention. Il dit, oui, mais bon. Je dis, fais attention. Après tout, la première chose, c'est notre vie qui est en jeu. Et je pense que toute notre action doit s'articuler autour de ça, ne pas nous mettre en danger. Après, il ne peut pas y avoir d'éléments spécifiques. On peut discuter avec les forces armées, mais même quand on discute avec elles, parfois ça ne nous arrange pas pour nos reportages. Parce que ça ne nous donne pas le contenu qu'on veut, les éléments sont biaisés, etc. Donc, mais c'est vrai, c'est une situation d'insécurité sur laquelle le gouvernement travaille et qui touche
tous les Burkinabés, y compris ceux qui sont à Ouagadougou, plus ceux qui sont dans les zones frontalières. Mais bon, ceux qui sont tombés au Cappuccino ou au Istanbul, ils n'étaient pas venus là-bas en particulier. Ça aurait pu être des journalistes comme toute autre personne. Donc je crois que c'est une question d'ensemble sur laquelle il faut avoir des bons réflexes. Et j'apprécie notamment cette communication que fait la gendarmerie et la police nationale à travers les réseaux sociaux, où ils donnent aux gens les bons réflexes à avoir. Les bons réflexes à avoir, parce que c'est ce qui va nous sauver. Il faut qu'on cultive ces réflexes-là, il faut qu'on ait cette façon de se comporter qui soit d'abord, qui fasse de nous chacun, individuellement, les premiers acteurs de notre sécurité collective. Alors, Monsieur le ministre, une toute dernière question dans cette rubrique avant de passer à la deuxième. Est-ce que Rémy Dandjounou se sent-il journaliste ou bien il est ministre tout court? La question, parce que c'est vraiment un grand écart, Monsieur le ministre. Avant d'arriver au gouvernement, vous étiez connu quand même pour distribuer des cartons rouges. Alors aujourd'hui, est-ce que le grand écart n'est pas difficile à tenir? Non, il n'y a pas de grand écart. Je suis ministre de la communication, des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Je ne vois pas où il y a un grand écart. À partir du moment où je travaille pour communiquer, pour travailler sur le domaine communicationnel, à partir du moment où je suis membre d'un gouvernement, il n'y a pas de grand écart. J'ai la chance d'avoir des réflexes de journaliste à certains moments, mais je ne traite plus l'information de la même façon. Et je ne veux pas d'ailleurs que cette façon de journaliste-là m'empêche de travailler pour la communication gouvernementale. Parce qu'en ce moment, moi, je dois mettre en valeur ce que mon gouvernement fait. Et vous voulez les trains qui arrivent en retard, moi, je veux montrer les trains qui arrivent à l'heure. Donc voilà. Mais il n'y a pas longtemps, Monsieur le ministre, vous vous intéressiez aux trains qui arrivaient en retard. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas eu ce virement? Vous vous adaptez à la nouvelle situation parce que c'est complètement différent. Non, ce n'est pas différent. J'ai toujours le même regard. Ça me permet d'avoir un œil relativement acerbe et de savoir où je peux parler, où je ne peux pas parler. Mais je pense qu'il ne faut pas en faire une... C'est pas une montagne. Je pense que vous et moi, vous, Jean-Emmanuel, vous également, dans les mêmes situations, vous aurez agi de la même façon. On ne peut pas être journaliste et être ministre de la communication parce que je suis ministre de la communication. Le métier de journaliste, c'était avant. Et après, peut-être j'y retournerai, mais pour le moment, je suis ministre de la communication et j'essaie de le faire le mieux possible. Il n'y a pas de grand écart là-dessus. Ok, Monsieur le ministre, on va passer à présent à la seconde rubrique de cette émission. La gestion cohérente et efficace de la communication gouvernementale dans un contexte d'explosion des réseaux sociaux et de course effrénée au scoop, un défi au quotidien que tente de relever votre département. Avec quels moyens et avec quelle stratégie? La réponse dans ce reportage. L'exécutif se doit de tenir informés les citoyens des actions qu'il mène au quotidien. Cette communication dite gouvernementale doit être permanente. En effet, même si le gouvernement mène de nombreuses actions, cela n'est pas toujours suffisamment porté à la connaissance des populations. L'une des activités phares reste l'hebdomadaire Conseil des ministres, toujours attendu et très suivi. Par exemple, pour cette année 2017, l'on en est déjà à 41 conseils des ministres. En 2016, il y en avait eu 47. Mais les actions gouvernementales comprennent également toutes les activités qui se mènent dans les départements ministériels. C'est le service d'information du gouvernement SIG qui est chargé de la coordination de la communication gouvernementale en collaboration avec les différentes directions de la communication et de la presse ministérielle. Entre autres activités du SIG, la publication des décisions gouvernementales, la vulgarisation des politiques nationales et l'information sur leur mise en œuvre, ainsi que la production et la diffusion de documents mettant en exergue l'action de l'exécutif. L'exécutif qui n'évolue cependant pas en solitaire, puisqu'il compose avec les autres pouvoirs consacrés par l'État de droit et les institutions nationales, notamment le Parlement, avec lequel les rapports sont excellents. Les relations entre le gouvernement et l'Assemblée nationale s'exercent à travers la Direction générale des relations avec le Parlement, structure à travers laquelle les projets de loi sont inscrits à l'ordre du jour des sessions du Parlement.
Pour cette année 2017, 65 projets de loi ont déjà été transmis par le gouvernement à l'Assemblée, dont 46 ont été adoptés. En 2016, le nombre de projets de loi adoptés était de 39. Mais le gouvernement intervient également devant le Parlement pour défendre les projets de loi ou pour répondre à des questions orales des députés. C'est pourquoi il est prévu la poursuite de l'amélioration du dialogue entre le gouvernement et le Parlement et celle de la visibilité et de la lisibilité de l'activité parlementaire, ainsi que le suivi du processus de rédaction et d'adoption des textes normatifs. En matière de communication gouvernementale, il s'agit à l'horizon 2020 la communication institutionnelle par l'usage de tous les canaux et moyens de communication possibles avec pour credo rendre davantage accessible l'information gouvernementale aux citoyens. Voilà, et tout de suite, quelques réactions. Positivement, au niveau de l'information, par exemple, au niveau du service de l'information du gouvernement, moi personnellement, je reçois les mails, toute information du gouvernement, que ce soit le conseil des ministres, je les reçois directement dans la boîte mail et je les exploite au niveau de la radio. Ça nous permet d'enrichir en tout cas notre journal local que nous faisons tous les jours. Le dialogue avec le gouvernement, nous faisons la retransmission en tout cas de l'émission. La manière de diffuser l'émission sera améliorée les jours à venir. Et puisque après la diffusion de l'émission, puisque quand nous diffusons, c'est enregistré directement, l'émission sera traduite en langue locale Djoula, qui est la langue la plus parlée ici à Banfora. Et après diffusion, il y aura un reportage pour recueillir en tout cas les impressions des citoyens par rapport à l'émission qu'ils ont écoutée. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais les gens ne sont pas informés. C'est surtout quand on dit information du gouvernement, on nous fait des résumés, on dit tel ministre passe, il dit ceci, mais ce n'est pas détaillé. Je pense que la communication gouvernementale, elle n'est pas assez. On dirait qu'elle est insuffisante. Il faut encore doter les moyens des médias, du SIC, des services qui sont habilités à faire la communication gouvernementale pour que les populations soient informées. On a beaucoup plus besoin, par exemple, de logistique, de matériel roulant, voilà, qui puisse permettre une certaine mobilité. Ensuite, comme le volume de réalisation augmente, cela nécessite naturellement qu'il y ait peut-être beaucoup plus de caméras et de tables de montage. Il y a eu des situations où véritablement la communication était déplorable. On a souvent parlé de la première attaque de Ouagadougou en janvier 2016. On a constaté qu'il y a eu une cacophonie dans la gestion de cette crise dans son ensemble et particulièrement en matière de communication. Mais quand il y a eu l'attaque du restaurant Aziz Istanbul, on a quand même remarqué que sur ce plan-là, il y a eu de l'amélioration. Il y avait une sorte de centralisation de l'information au niveau du porte-parole du gouvernement, donc qui donnait les informations à la presse et à l'opinion d'une manière générale. Il est difficile au ministre de répondre toujours aux sollicitations de l'Assemblée nationale. Et bon, les députés aussi, ils ont raison. Ils nous rappellent très souvent que notre mission, c'est de travailler à ce que les ministres soient présents aux dates et aux heures. Voilà, Monsieur le ministre, pour ces réactions, nous allons peut-être commencer par cette question de la communication gouvernementale. Alors, notre confrère a évoqué tantôt une certaine cacophonie à une certaine époque. Est-ce qu'aujourd'hui, on a trouvé la bonne formule au sein du gouvernement? Non, il n'y a pas eu. Ça a été difficile. Vous savez bien que les attaques de janvier 2016, tout que les ministres n'avaient pas pris entièrement possession de leur ministère, il n'y avait pas eu de passation. Et donc, on a été un peu tous jetés, malheureusement, dans le bain dans cette situation. Et on en a tiré les conséquences. Je pense que les deux premières personnes qui en ont véritablement tiré les conséquences, ce sont l'excellent président du Faso et le Premier ministre. Puisque vous savez qu'ils ont demandé un audit du SIG qui a été fait, en bonne et due forme, et qui permet aujourd'hui de voir dans quelle mesure nous allons. Nous avions également pu définir une véritable stratégie de communication, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on utilise, etc. Et ça prend quand même un peu de temps de mettre ces outils-là en place. Un autre aspect, c'est vrai qu'il
c'est un autre pareil, le paradigme a changé. Parce que pendant longtemps, il y avait la télé, la radio, et puis il n'y avait pas d'autres personnes pour dire autre chose. Aujourd'hui, il faut être présent dans ces différents éléments-là, il faut être audible, mais il faut aussi ne pas oublier les canaux habituels. Et malheureusement, nous sommes parfois en termes de communication trop centrés sur les médias chauds, radio, télé, aujourd'hui tout ce qui est interactivité. On en oublie d'aller vers les populations à travers des médias, des canaux classiques. Je pense que si vous faites de la gratuité et que vous n'utilisez pas dans le village le griot, vous ne touchez pas les populations. Donc il y a toutes ces stratégies-là à déployer et ça nécessite parfois énormément de moyens. Moi j'aime à dire que le paradoxe, c'est que le SIC, c'est le cœur de la communication gouvernementale. Et nous nous sommes battus avec le soutien de l'ensemble du gouvernement pour redonner au SIC sa place. Mais ça nécessite également un accompagnement. Et cet audit-là permet de voir cela dans les mois et les années à venir. Je pense que cette question-là, on va aller à s'améliorant. En tant que ministre de la Communication, les couacs qu'il y a eu, je les porte avec... vraiment, parce que c'est moi le ministre de la Communication et je les assume entièrement. Alors vous êtes le ministre de la Communication, vous et des relations avec le Parlement. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment en tant que ministre que les Burkinabés sont suffisamment informés de l'action du gouvernement? Parce que, comme l'a dit un téléspectateur à l'instant, il y a beaucoup d'actions qui sont menées, mais les Burkinabés ne sont pas suffisamment informés dans les détails. C'est possible, parce qu'on peut parfaire cette communication-là. C'est d'ailleurs pour ça que, vous savez, nous avons décidé de lancer une grande quinzaine de redevabilités. Après, il faut trouver tous les relais possibles. Et c'est dans l'usage de ces relais-là parfois que nous avons un certain nombre de faiblesses. C'est clair que tous les relais doivent être utilisés. Et je prends l'exemple, si aujourd'hui on utilise les radios, l'intérêt par exemple de cette émission, c'est qu'elle est reprise quasiment par toutes les radios partenaires. Mais si vous ne parlez pas dans les langues, si vous êtes à Fada, vous voulez être à Dori, et que vous continuez à parler uniquement en français, ça va être problème pour qu'une bonne partie de la population directement concernée vous touche. C'est cette logique-là qu'il faut mettre en œuvre, mais je pense qu'il y a nettement une amélioration qui est en cours. Et l'intérêt pour nous, c'est d'avoir trouvé les éléments structurants. Parce qu'après, quels que soient les acteurs, une fois que la structuration est mise en place, une fois que les éléments sont bien définis, on fait fonctionner et ça marche de mieux en mieux. Et je pense qu'aujourd'hui, le SIG est en train de prendre véritablement la place qu'il faut dans la communication gouvernementale en termes de coordination. Vous savez, parfois, il peut arriver, il y a eu des situations, à la RTB, vous l'avez vécu, qu'on ait 2 ou 3 ministres qui veulent venir en même temps sur le plateau. Absolument. Et ça, vous l'avez vécu. Ouais. Et tant que le SIG n'est pas au cœur de ces dispositifs-là, il y a des problèmes. Vous avez, même dans le positionnement de la communication, des éléments qu'on doit pouvoir retirer. Si vous avez, par exemple, le président du Faso qui a fait un discours, aussi important puisse être votre propos, vous ne pouvez pas faire votre discours le même jour. Il faut laisser la presse, moi je parle en communiquant, il faut laisser véritablement tout ce message-là être trituré, tiré, que toute la quinte, qu'on puisse, c'est du savon, qu'on repasse de l'eau, que ça mousse jusqu'on n'ait plus de savon, avant de donner autre chose. De la même façon, s'il y a quelque chose qui se passe mal, il faut mettre immédiatement quelque chose de bien pour qu'on oublie ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous êtes des communicants, vous savez bien comment ça fonctionne. Ok, pour finir, monsieur le ministre, je pense qu'il y a un volet également de vos responsabilités. Il s'agit donc des relations avec le Parlement, qui est peut-être le volet qui est le moins connu. Ouais. Alors, en quoi il consiste exactement en tant que ministre chargé des relations avec le Parlement? Alors, comment vous assumez au quotidien cette responsabilité? En fait, paradoxalement, je crois que c'est l'une des tâches les plus prenantes. Parce que vous avez 2 sessions, vous avez les sessions extraordinaires, et vous avez un besoin permanent d'être en liaison avec à la fois le gouvernement et avec le Parlement. C'est pour ça que je voudrais féliciter la Direction générale des relations avec le Parlement, parce que, vous savez, eux, ils n'ont pas de journée continue. Eux, ils fonctionnent parce que le Parlement fait jusqu'à 17 h, il n'y a pas de journée continue. Donc eux, ils travaillent de cette façon-là. Ouais. Nous sommes un peu l'interface, il a bien expliqué, entre le gouvernement et le Parlement. Nous portons tout ce qui est projet de loi, nous portons tout ce que les demandes exprimées par le Parlement à l'endroit, sous le couvert, par le canal parfois du Premier ministère, tout dépend de la question qui est posée. Et parfois, le Premier ministère nous renvoie ces questions-là à traiter et nous devons nous assurer à ce que le travail soit fluide et qu'il y ait une bonne coopération. Vous savez, les députés sont des personnes extrêmement sensibles au fait qu'ils exercent son pouvoir et ils ont besoin que ce pouvoir-là soit respecté. De l'autre côté, vous avez des ministres qui sont
extrêmement bouqués, qui sont tout le temps en mouvement. Et parfois, le seul fait de ne pas être là à une question orale peut tourner parfois à un petit cataclysme. Donc, il faut véritablement gérer ces questions-là. Après, si on a la diligence et l'approche nécessaire, je pense que c'est des personnes qui sont sensibles aux impératifs du gouvernement. Vous savez, par exemple, que mercredi, ils ne mettent jamais rien parce qu'ils savent qu'il y a un Conseil des ministres. Donc, il y a quand même un certain nombre de diligences qui mettent en œuvre, sur lesquelles nous fonctionnons relativement bien. Et il faut les remercier pour cette facilité de travail qu'ils nous offrent. Vous êtes également signataire des comptes rendus des travaux du Conseil des ministres. Comment ça se passe à ce niveau? C'est un travail qui est fait en partie par le SIC. Il y a un dépendant SIC qui s'occupe de ça. Vous savez que de façon simple, le dossier il est envoyé. Il y a un premier jet qui est ébauché. Nous allons en Conseil des ministres. Après, il y a tout ce qui est ajouté, retiré, retravaillé. Et nous revenons nous asseoir. Vous savez, pour le ministre porte-parole que je suis, le secrétaire général du gouvernement, le Conseil des ministres ne finit pas à la fin du Conseil des ministres. Il finit peut-être 4, 5, 6 heures après, selon la durée. Il arrive des fois que nous bouclons le Conseil des ministres parce que nous l'avons écrit, mais ensuite nous allons le faire valider par l'autorité. Quand le Premier ministre est là, c'est lui. Quand il n'est pas là, nous allons demander au président du FASO de valider. Donc c'est une fois qu'ils ont validé que nous venons maintenant entériner et que je mets ma signature dessus. Mais je ne signe pas un Conseil des ministres sans que les premiers responsables, que sont le chef du gouvernement, le président du Conseil des ministres, n'ait validé ce Conseil des ministres-là. Ce qui fait que c'est un travail qui paraît un peu léger, mais c'est un travail très difficile, d'où parfois, malheureusement, lorsque nous sommes un peu pris par le temps, des coquilles qui rentrent, qui sont scandaleuses, sur lesquelles on voudrait s'excuser d'ailleurs. Alors, monsieur le ministre, je pense que ça va être le mot de la fin. Le temps qui nous était imparti est largement dépassé. Pour le Miki Rwamba, nous ne pouvons donc que remercier tous les téléspectateurs qui sont restés à notre compagnie de bout en bout. Et donc, rendez-vous est pris pour le prochain numéro de Dialogue avec le gouvernement, une émission, je le rappelle, qui est donc réalisée en collaboration entre la RTB et le service d'information du gouvernement. Merci pour votre attention.